coucou les petits sorciers, vous allez bien? Nous sommes donc le lundi 8 mars, c'est la journée de la femme, mais même si c'est tous les jours de l'année la journée de la femme. En ce jour particulier, nous allons vous faire des vidéos lecture. Pas de n'importe quel livre, puisque c'est un personnage qui est évoqué dans la saga Harry Potter. Il s'agit de Nicolas Flamel, mais surtout de la tendre épouse de Nicolas Flamel, qui s'appelle Pernelle. Ça a été un couple au destin absolument fabuleux. Il a beaucoup marqué son époque, hein, Nicolas Flamel, et c'était un couple très fusionnel, très amoureux. Donc aujourd'hui, nous allons vous raconter surtout l'histoire de Pernelle. Donc je vous montre la couverture de ce livre. Il s'appelle Pernelle et Nicolas Flamel. Il a été écrit par Janine Durens. C'est un roman. Édition, je vais vous dire ça, c'est aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc, c'est une trouvaille que nous avons faite chez Noz. Je crois qu'on l'avait présenté déjà lors d'un haul. Voilà. Donc, il s'agit donc, comme on vous l'a dit, de la fabuleuse destinée de l'épouse de Nicolas Flamel dans la seconde moitié du XIVe siècle. Alors ça se passe entre le Périgord, Paris et Compostelle. Donc nous sommes, pour vous situer, en 1345 dans la belle ville de Sarlat. Voilà, on est déjà allé. Un tremblement de terre fait fuir tous les habitants hors de la ville. Pernelle, à ce moment-là, elle a 10 ans. Elle est enlevée pour être placée dans une institution qui éduque les jeunes filles afin de les vendre à de riches seigneurs. Ainsi, Pernelle est achetée quelques années plus tard par Emerigo Marchès, un homme cruel et violent. Donc, elle refuse ce destin et elle s'enfuit. Alors, elle va parcourir un long périple, plutôt très dangereux, qui nous emmène jusqu'à Paris. Elle connaîtra des amours tumultueuses, mais elle fait la connaissance de notre célèbre alchimiste Nicolas Flamel, et cette rencontre va bouleverser à jamais sa vie. Donc, formant désormais avec son mari le couple le plus extraordinaire d'Occident, Dame Pernelle aidera Nicolas à accomplir la quête du grand œuvre permettant de transformer le métal en or, mais aussi de découvrir la vérité sur les mystères de la destinée humaine. Voilà. Donc, nous vous lirons un chapitre par vidéo. Nous vous demandons de mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Nous découvrons en même temps que vous ce roman. Et nous allons vous le lire, moi et Choupi, tous les deux. Donc on va faire chacun une page. Voilà. Donc la première partie de ce livre. Même si je précise que moi du coup j'ai pris un petit peu d'avance pour la lecture. Voilà. Donc nous allons découvrir ce livre. Alors, donc la première partie, c'est Guyenne en feu. Au mois de juin 1345, la trêve venait d'être rompue entre Édouard III d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et Philippe VI de Valois, roi de France. Ça, c'est pour vous situer historiquement. Et le premier chapitre, donc, s'appelle Emerigo Marchès. C'est un anglais. En amont de Bergerac, la vallée de la Dordogne, large et dégagée, offrait des voies faciles, propices aux chevauchés. Sur le chemin de halage s'étirait une petite troupe. En tête, un chevalier de haute stature en armure de guerre allait au pas, suivi d'une dizaine de cavaliers, d'un valet portant l'écu et le pennon bleu. Au milieu des cavaliers, sur leur destrier de combat, une jument noire trottait, docile, portant une jeune fille enroulée dans un mantel à capuchon. Puis venait la piétaille harassée, avec la démarche pesante des hommes de guerre couverts d'écailles hérissés d'armes.
Elle bruissait comme une colonne d'insectes meurtriers qu'aucun obstacle ne détourne de son but. Le chevalier, ayant enlevé son aume, respirait l'air frais qui venait des vallons. Le nuage de poussière soulevé par les chevaux encrassait la troupe en arrière. Celle-ci pestait contre les longues marches, ne trouvant de satisfaction qu'à la bataille, aux haltes ou au pillage. Pourtant, elle suivait, rivait telle une meute, cet homme endurant qui savait la mener. Amerigo Marchès, capitaine d'Alleuse, fermait presque les yeux loin de l'odeur du sang. Il cherchait à découvrir le parfum d'une femme. Cette fois, il ramenait chez lui de quoi satisfaire sa passion pour les peaux délicates des vierges élevées au fond des chambres. Alors pour avoir un petit peu pris d'avance, je ne conseille pas cette lecture aux enfants parce que ça part un petit peu du Moyen-Âge et de choses un petit peu pas très pudiques pour les enfants. Donc je conseille aux parents, si pour les jeunes enfants, de ne pas regarder cette vidéo. Voilà. Donc celle-ci était laiteuse à la lumière du jour, encadrée d'une soie noire, opulente. Elle portait aussi deux miroirs cernés d'ombre, pareils au fond des puits où se meuvent les reflets du ciel, des arbres et parfois votre image toute petite. Le capitaine tourna vers la cavalière son visage rude, toujours aux aguets. Sa peau semblait de bronze, ses traits ciselés dans un masque immobile. Sa jeunesse ardente réfugiée dans son regard, il ferma à demi les paupières, un sourire écarta ses lèvres plates. La vierge, pas la cierge, avait des prunelles vertes pleines de curiosité, la peur n'y paraissait pas encore. L'autre, celle dont il portait la marque sur les poitrines, 5 longs sillons qui ne s'étaient pas effacés, celle-là n'étant que haine et pleurs, jamais il n'avait pu se murer dans ses yeux noyés. Le capitaine chassa ce souvenir importun, pourtant il se méfiait, il savait que les filles ont une manière de glisser entre les doigts qui consiste à s'enfermer en elles-mêmes comme des statues de pierre quand elles cessent de crier. Il était las des viols dont son adolescence s'était satisfaite. Forcer ne lui suffisait plus. Un écrin vide, même le plus beau, donnait l'impression d'avoir été frustré du meilleur. Un frémissement, un certain élan devait ouvrir la femme davantage pour prolonger son plaisir. Il se pencha vers la damoiselle muette. Pernelle, dit-il brusquement, je t'ai acheté fort cher. J'espère que tu me donneras bien de l'agrément et que tu m'aimeras. Pernelle mit sa quenée au galop et la lança dans le sentier plein de feuilles mortes. Malgré la présence de la troupe qui lui rappelait son état de prisonnière, elle avait l'impression de respirer à fond pour la première fois depuis des années. Les courants chauds circulant sur un paysage radieux avaient la saveur inconnue et grisante de la liberté. Avec ses vêtements élégants, elle se sentait une autre, quoique dans une situation misérable. Pour l'instant, Amerigo Marchès lui faisait moins peur que dame Robine. Le lourd cavalier vêtu de son haubert bordé de cuir bleu galopa pour la rejoindre. Foi d'Emerigo Marchès, Pernelle, la première fois que je t'ai vue, j'ai juré de te ramener chez moi, en Alleuse, et je ne connaissais pas tes talents. On dit que tu sais non seulement chanter, ce que j'ai entendu moi-même, mais danser, lire, écrire, et aussi parer les manuscrits. J'ai bien assez de servantes, de chambrières, de lessiveuses, de cuisinières. Il me fallait quelqu'un de plus rare. La maison de dame Robine avait la réputation de former des perles de ton espèce. Qu'il soit prince ou manant, pour obtenir la femme qu'il veut, un homme doit l'acheter aux maquerelles ou à sa famille. Le puissant guerrier riait sans retenue. Pernelle s'était habitué à l'idée de devenir un jour la proie d'un homme. L'échéance était arrivée. L'allégresse qui l'avait envahie pendant sa courte échappée laissa place à l'ancienne angoisse, celle de son enfance. Elle ressentait à nouveau l'égarement que donne la faiblesse et la sensation d'une grande solitude. Cet inconnu séduisant était peut-être le plus grave danger qu'elle ait côtoyé. Pourtant, elle devait oser lui parler, le regarder en face. « Et vous, qui êtes-vous » demanda Pernelle. La pucelle demande qui je suis. Dites-le, vous autres, vous qui êtes mes compagnons depuis si longtemps, cria Marchès. Pernelle ne put s'empêcher d'admirer la vigueur du chevalier, la fougue de son regard sombre, son visage régulier bronzé par le grand air des chevauchés. Il ne portait pas de barbe, mais une longue chevelure bouclée qui lui donnait l'air d'un animal sauvage. Un animal très mâle, dont l'étreinte devait être violente. Pernelle frissonna à cette pensée. Elle venait d'avoir les mêmes réactions que Brindaré
la plus terrible des pensionnaires de Dame Robin. Les femmes seraient-elles donc toutes pareilles? Je ne sais pas qui je suis, reprit Emerigo Marchès, mais je sais ce que je serai, le plus fort, le plus craint, le plus riche, et toujours anglais. Oui, anglais, malgré ma naissance, et depuis que mon père, le sire de Marchès, chalut et Noblac en Limousin, m'a baillé en garde à 9 ans à messire Thomas de Roux, qui tenait le parti des Anglais. J'ai souvent changé de maître, mais toujours chez les Anglais, et plus tard, quand on m'a présenté au Dugre de Lancastre, comte de Derby, je lui ai prêté serment de fidélité, et je ne m'en plains pas. Nous sommes moult bons compagnons à chevaucher ensemble pour défendre la Guyenne, et tous nos biens en attendant d'en gagner plus encore. Allez, vous autres, changeons de cap, quittons cette vallée, la passe devient dangereuse. Je ne tiens pas à me frotter à Bennac en ce moment. Ce grand baron du Périgord est chatouilleux sur ses terres, et nous avons des mules chargées de butin qui nous attendent près de Sarlat. Pernelle frémit, ainsi sa mémoire s'éveilla. J'aimerais revoir cette ville, dit-elle. J'y vivais toute petite. Elle n'est pas sûre, elle est gagnée à la fleur de lys. Nous ferons halte au château de campagne ce soir. Pernelle sursauta à nouveau. Le bourg de campagne? Le bourg au cheval rouge? Il a eu plus d'un cheval et lui-même devient vieux. Nous avons tout partagé, la chasse, les jeux, les combats. Quand l'as-tu vu? Raconte-moi ça. Pernelle n'eut aucun mal à retrouver ses souvenirs. Pourtant, il lui semblait aussi lointain et incroyable que les péripéties des chansons de gestes jouées à la veillée. L'aventure avait commencé 7 ou 8 ans plus tôt, en ce jour sinistre où il y avait eu à Sarlat un tremblement de terre qui dura un demi-quart d'heure. On disait que le roi Philippe VI et la reine Jeanne étaient à Martel. Ils avaient passé les fêtes de Noël à Brive et s'en allaient par Avignon, résidait le pape, jusqu'à Marseille, voir les galères que le roi y faisait apprêter en vue de son voyage en Terre Sainte, prévu pour le 12 août de la même année. Mais ce voyage n'eut pas lieu, à cause des guerres qui survinrent entre la France et l'Angleterre. Depuis ce jour, Pernelle n'avait rien su des luttes qui agitèrent cette région où elle avait vécu. Les Sarlardais superstitieux virent dans les calamités qui s'étaient abattues sur leur ville cette année-là les signes précurseurs du temps d'épouvante qui commençait. Au mois de juin déjà, il avait plu si fort que la ville basse avait été submergée. Quand l'été avait passé, avec ses orages de grêle, les paysans avaient su qu'il y aurait disette au printemps. Mais comment parler des halos fantastiques? Il semblait affolé par les lumières des torches que les hommes d'armes courant après les ânes surchargés, tenaient au bout de leurs bras. Ces chevaux, aux longues crinières, aux sabots impatients, frappaient la pierre de la route, et ce piétinement incessant effrayait plus Pernelle que la vue des cavaliers eux-mêmes. Ceux-ci étaient pourtant hauts et forts, leurs lances brillaient dans la nuit venue, ainsi que la masse imposante des aumes cache leur visage. « Ce sont des diables !» dit la femme. Puis elle se mit à crier, car on la poussait brusquement dans le fossé profond, où d'autres personnes se débattaient déjà. « Pas elle, pas la petite! Elle est trop jeune! Laissez-la rentrer chez elle !» criait encore la femme. Mais la voix charitable fut vite étouffée, et la petite ne se retourna pas pour voir de quelle manière. « Quel âge as-tu » demanda le bourg, en laissant faire un écart à son cheval rouge. « Environ 10 ans, répondit Pernelle. Pour la réserve, ces plantes-là poussent vite, dit encore le cavalier. Mettez-la avec les autres, elle suivra. Allez, en route! Les cavaliers firent demi-tour et prirent la tête de la colonne, riant et devisant. Leur voix résonnait autant que le bruit métallique des armes précédait la démarche lente des prisonniers que l'arrière-garde poussait devant elle. Beaucoup de femmes, quelques jeunes filles, des hommes forts, qu'il avait fallu enchaîner les uns aux autres pour qu'ils n'aient plus envie de résister ou de s'enfuir. Certains saignaient, et leurs faces grimaçantes dans la pénombre étaient pénibles à voir. Pernelle ne retrouva pas le visage de ses parents adoptifs, ni la mine impertinente de sa sœur Isabelle, ni aucun de ceux qu'elle connaissait. Peut-être avait-il suivi une autre colonne d'otages, peut-être la cherchait-il encore aux autres ports de la ville, à l'Andrevie, à la Bouquerie, à la Grande Rue. Avec ses socs de bois, il glissait dans la neige. Il fallait pourtant suivre le train. Les femmes étaient fouettées dès qu'elles s'arrêtaient, dès qu'elles commençaient à pleurer ou à geindre. Pernelle ne savait plus si elle tremblait de froid, de peur ou de faim. Elle allait, serrant son châle autour d'elle, les yeux fixés sur la lueur jaunâtre qui précédait les cavaliers. Les premiers flocons de neige parsemaient la nuit. Ils disparaissaient, happés par cette lumière comme s'ils fondaient instantanément. Il y eut bientôt le bruit d'une autre galopade, des cris, un grand remue-ménage, et la colonne s'arrêta. Les cavaliers entourèrent des chariots bâchés, des carrioles grinçantes. Le bourg s'approcha du véhicule où se tenait assise une forme féminine enveloppée d'une mante doublée de fourrure.
La femme n'eut pas l'air très empressée de descendre sur la route, mais le bourg de campagne y contraignit. Barbette, viens voir, dit-il, donne-moi ton avis. Il y a quelques pucelles et des femmes, tu les répartiras comme tu voudras. Quand les prisonnières furent alignées d'un signe de tête, la femme au visage invisible, sous son grand capuchon, fit un tri rapide, et la troupe se scinda en deux. Les servantes et les mères de famille partirent vers l'est avec les gens du bourg. Les jeunes filles, Pernelle et une autre petite qui resta en arrière à côté d'elle, sans oser lui parler, suivirent la femme que le bourg avait appelée Barbet. Le groupe, entouré d'archers et précédé de plusieurs cavaliers, s'en alla vers l'ouest. La petite avait fini par glisser sa main dans celle de Pernelle, et quand elle tomba, elle entraîna celle-ci dans sa chute. Elles se mirent à crier si fort que le chariot de la dame s'arrêta. Faites-les monter derrière moi, dit-elle, ce n'est pas le moment d'abîmer la marchandise. La petite grelottait, mais sous la couverture de dame Barbette, elle ne tarda pas à s'endormir, bercée par le balancement de la carriole. Tu as faim demanda la dame, voyant que Pernelle restait les yeux grands ouverts. Elle lui tendit une tranche de pain presque blanc que Pernelle dévora aussitôt. Ça fait plaisir à voir, une vraie petite louve. Tu sais que tu seras belle. Dans 5 à 6 ans, nous serons fiers de toi et tu voudras très cher. Pourvu que tu perdes l'habitude de regarder les gens de cette manière. Baisse les paupières devant les grandes personnes et surtout, n'essaie pas de savoir ce qu'elles ont dans la tête. Tu vivras si tu te montres docile et gai, si tu oublies tout ce qui a pu exister pour toi auparavant. Dans la nuit, la petite trembla et sua si fort que Pernelle s'éveilla pour demander qu'on la fasse boire. Quel ennui, dit dame Barbette. Elle a pris froid, pourvu qu'elle n'en garde pas quelques faiblesses. Au petit jour, la carriole traversa une large plaine et prit un chemin planté d'arbres noirs qui suivait la Dordogne. Attendez-moi ici, recommanda dame Barbette à la troupe qui s'arrêta. Faites reposer les femmes, donnez-leur du pain. Je préfère entrer seule dans Bergerac avec ma marchandise, je serai de retour avant nonne. Le chariot s'arrêta dans la ville basse, près des remparts qui menaient au pont. Il y avait là une grande maison sans fenêtre qui semblait tourner sa façade vers un jardin intérieur clos de murs. Seule, une porte hérissée de clous trouait l'appareillage de pierre jaune. Le toit paraissait si haut que Pernelle aperçut à peine une rangée de tuiles roses qui laissaient choir, par instant, des paquets de neige fondue. La porte s'ouvrit sans bruit et dame Barbette, portant la petite enroulée dans une couverture, entra la première, suivie de Pernelle que le froid poussait vers n'importe quel abri. L'hôtesse, dame Robine, ouvrit une porte au fond du couloir sombre. Elle apparut fantomatique à la lueur d'une chandelle, nécessaire pour renforcer l'éclairage incertain de ce matin d'hiver. La lumière jaunissait son visage à la peau épaisse et poilue, taillé de grandes rides verticales qui pinçaient sa bouche mince et rapprochaient ses deux grands yeux vifs et rusés. Pernelle se souvint du regard des gros rats qui descendaient du grenier la nuit à Sarlat et ne s'enfuyaient pas quand on faisait du bruit. Ils se contentaient d'attendre un peu en retrait, sur une poutre, qu'on les oublie, mais leurs queues pendantes le long du mur montraient qu'ils poursuivaient leur but avec patience. Dame Robine donnait cette impression. Rien ne devait la faire dévier dans ses projets, ni dans ses idées. Par son regard, son chaleur, Pernelle se sentit déshabillée puis soupesée, jaugée comme une marchandise. Bon, celle-là ira, mais l'autre, je ne garantis rien. À qui faudra-t-il les compter demanda-t-elle. Au bourg de campagne, répondit dame Barbette. Dis-lui qu'il m'en faut des plus âgées. Celles-ci ne produiront pas avant 7 ans au moins. Une servante vient chercher Pernelle et la petite, dont le visage rouge semblait boursouflé. Je m'appelle Mao, dit la servante. Vous allez vous coucher, au moins vous aurez chaud. Dame Robine vous verra ensuite. Tenez, mettez-vous là. Elle ouvrit la porte d'une longue et haute salle où s'alignaient des lits à courtines jaunes, séparés chacun par un coffre bas. Il n'y avait personne dans la pièce, et Mao, tirant les rideaux, hissa les deux fillettes sur une paillasse et rabattit sur elles une couette de matelas bien rembourrée, qui semblait à la fois légère et chaude. Elle referma les rideaux, tandis que Pernelle, épuisé, perdait toute notion de lieu et de temps. Venez voir, il y a des nouvelles, dit une voix, tandis qu'une main impatiente tirait les rideaux du lit. Mais elles sont toutes petites. J'étais comme ça quand on m'a enfermé ici. Pernelle aperçut 3 visages penchés sur elle, attentifs et curieux. Elle s'assit sur son séant. Je m'appelle Brin Doré, dit la jeune fille qui avait tiré les rideaux. Moi, Julienne, dit la deuxième, et je vous trouve bien petite. Est-elle malade, celle-là? Nous allons lui faire prendre froid, ajouta la plus jeune. Je suis Marie, et toi? Pernelle. Marie, blonde, fine, était plus âgée que Pernelle. Elle lui plut aussitôt. Brin Doré, l'aîné des trois, avait un visage farouche, un teint foncé, des cheveux noirs et drus, maintenus par une résille. Julienne, moins haute et moins large, semblait anormalement pâle.
Sa peau paraissait d'autant plus blanche que ses longues boucles avaient des reflets roux. Des cils jaunes ornaient d'une frange épaisse des paupières qui battaient comme les ailes d'un papillon affolé. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda dame Robin apparaissant au pied du lit. Sans répondre, les 3 jeunes filles s'enfuirent. Le ton menaçant de la maîtresse des lieux avait suffi à les épouvanter. Dame Robin portait une écuelle de tisane. « Bois ça, Pernelle. Ensuite on conduira auprès de tes compagnes pendant que nous soignerons la petite. » Pernelle se hâta d'avaler le liquide très chaud qui lui sembla agréable. Elle suivit ensuite Mao quand celle-ci vint la chercher. 2 autres servantes apportaient déjà près du lit un baquet plein d'une décoction fumante dont le parfum fort se répandit aussitôt dans la salle. Pernelle reconnut l'essence âcre du genévrier dont les pieds sauvages poussaient si bien dans les friches de Sarlat. Dame Robin entreprit de tremper des pièces de linge qu'elle tordait au fur et à mesure sur un bâton. Déshabillez-la et couvrez la couette de 3 épaisseurs. Vite, il faut l'enrouler avant que ça refroidisse. Pernelle s'était retourné au seuil de la salle et suivait les mouvements précis des 3 femmes autour de la forme minuscule perdue sur le grand lit. La petite jeta vers elle un regard désespéré. L'odeur et la vapeur donnaient à la scène une apparence fantastique dans le demi-jour jaunâtre qui franchissait à peine les petites fenêtres percées très haut dans les murs. L'angoisse n'avait pas quitté Pernelle depuis que le bord de campagne les avait prises. La petite et elle, ce malaise fut renforcé par la pénible certitude qu'elle n'échapperait pas à ces femmes ni à cette maison qui venait de se refermer comme une prison. « Viens, dit Mao, si elle te voit, il va t'en cuire. » Les servantes comme les jeunes filles entrevues semblaient vivre dans la terreur de dame Robin qui régnait en maître. Oui, en maître, car la seule marque de féminité sur sa personne était une guimpe de linge blanc enserrant sa chevelure invisible et cernant étroitement son visage ingrat. Autrement, son surcot de drap gris était à manches longues et ajusté tout à fait comme celui d'un homme. Il n'y avait nulle part trace de la côte souple et colorée que les dames aimaient faire apparaître dans le décolleté ou sous les demi-manches largement fendues. Seule coquetterie, une chaîne d'argent entourait sa taille et pendait très bas, retenant dans ses mailles toutes sortes d'objets de nécessité, des clés surtout, qui s'entrechoquaient les unes contre les autres et signalaient son passage dans la maison. Sur le sol carrelé du couloir, les socs de Pernelle retentirent à la suite de Mao qui l'entraînait loin de la salle, où la petite se mit à pousser de grands cris. Les pensionnaires de dame Robin étaient assis sur les bancs de chaque côté d'une longue table. Chacune avait devant elle une écuelle de bois, une cuillère et un gobelet plein d'eau claire. « Poussez-vous, fit Mao, faites une place à Pernelle. »« Encore une, ça fera 25 dans la maison, dit une voix. « Il y aura aussi la petite, dit Pernelle timidement. Brindoré, assise en face d'elle, la regarda, et sa prunelle droite, en déviant légèrement, accentua l'éclat farouche de son regard. « Tu sais bien qu'elle va mourir, demanda dame Pernelle. Elle cherche s'il reste quelque force, mais je l'ai bien vu. Il n'y en a jamais eu dans cette petite. Les faibles, ça doit disparaître. » Une servante à la peau grêlée apporta un baquet plein où trempait une énorme louche. « Qui est-ce » demanda Pernelle. « Rien, » lança Brindoré qui semblait dominer toutes les autres, et le sourire moqueur devint cruel. « Celle-là, ce n'est que rien, sourde, muette et défigurée, rien qu'une bête qui travaille pour les autres, comme les bêtes de son espèce. »« Tais-toi » cria Julienne en se bouchant les oreilles, et ses paupières aux cils roux battirent encore plus vite. « Quelle froussard tu fais ! Regarde Marie, elle n'est pas choquée ?» Marie rêvait, elle n'avait pas entendu. Il y avait 2 clans autour de la table, celle qui visiblement admirait Brindoré, et celle qui ne pouvait la supporter, mais en avait peur. Elles étaient toutes revêtues d'une cotte de laine assez ample, sans parure, à peine échancrée sur la gorge. La soupe disparut, la servante appelée, rien apporta un grand plat de caillé bien égoutté et un panier de noix. « On mange bien, n'est-ce pas ?» dit Marie. « J'en ai jamais eu autant avant de venir ici. Chez moi, on faisait du pain d'orge et même d'ortie. Je n'avais jamais goûté au froment. »« Tu viens d'où, toi ? Depuis combien de temps es-tu là ?» demanda Pernelle. « Pourquoi dame Barbette nous a-t-elle menés dans cette maison ? Je crois que dame Robin nous achète et nous revend que nous avons bien grandi, que nous sommes bien propres, bien parés, bien jolis. »« Ouf !» cria Brindoré. « C'est défendu de parler du dehors. »« Tu lui diras » déclara Julienne. Brindoré haussa les épaules et se leva. « Tu sais bien qu'elle écoute. Elle a partout des petits Judas pour nous surveiller. Je préfère être bien avec elle que fouettée ou punie. » Les pensionnaires sortis traversèrent en désordre le couloir glacé et s'engouffrèrent sous un long préau qui longeait un jardin blanc de neige. Pernelle aperçut au centre de la cour la silhouette torturée d'un unique arbre noir. Le ciel était sombre, des corbeaux criards y passaient en bande. C'est à cause du gibet qui n'est pas loin, dit Marie.
Elle suivait Pernelle pas à pas, déterminée à lui apporter le secours de sa compagnie. Elles se donnèrent la main pour franchir le seuil de la chapelle désaffectée qui servait de salle de travail. Dans une vaste cheminée brûlait un tronc de chêne entier. Ces flammes rares et courtes répandaient pourtant la chaleur nécessaire à délier les mains. Chacune des filles semblait avoir sa tâche et sa place. Certaines gardaient la laine bourrue, d'autres filaient à la quenouille. Le fil était ensuite tordu, mis en écheveau et mené jusqu'aux cuves où quelques grandes, très expertes, préparaient des mélanges de plantes à teinture. Les laines trempées et maintenues dans la vapeur y prenaient leur coloration. C'est Tiennette qui s'en occupe, dit Marie, en tirant Pernelle pour lui montrer les travaux. Méfie-toi, on dit qu'elle est un peu sorcière. Elle trouve toujours de nouvelles couleurs. Tu vois ce placard? Eh bien, elle y garde des tas de choses horribles. Des crapauds séchés, des vipères, des lézards, et même des os d'hommes qui viennent du cimetière. Marie avait parlé à voix basse, mais Tiennette avait entendu. Si je suis sorcière, prends garde à toi, dit-elle. Je te ferai la peau aussi verte que cette laine. Tâche de tenir ta langue. Tiennette était large, forte, avec un visage plat, inexpressif, mais son regard soutint longuement celui de Pernelle qui frissonna. Elle ne souhaitait pas être prise à nouveau par ce regard qui faisait peur. Ce sont les petites, celles qui ont le doigt les plus fins qui brodent, dit Marie. C'est un très long travail. Dame Robine vend les tapisseries à de riches seigneurs. D'ailleurs, elles vont tout, y compris toi et moi quand le moment sera venu. Un claquement sec, suivi d'un tintement de clé, interrompit la confidence. Dame Robine venait d'entrer, munie d'une canne dont les chocs sur le dallage servaient à obtenir le silence. Deux servantes apportaient un baquet d'eau chaude semblable à celui qu'elles avaient amené auprès du lit où gisait la petite. « Nous avons une nouvelle. Pernelle, viens ici. » Toutes les filles arrêtaient leur travail et firent cercle. « Pernelle, voici le règlement. Tu le respecteras comme tes camarades, sinon tu sauras ce qu'il en coûte de me désobéir. Je prends en charge ton entretien et ton éducation. Tu deviendras une demoiselle comme celles qui vivent dans les châteaux. En échange, tu me donneras ton travail et tu te montreras soumise. Quand tu sortiras de cette maison, tu seras comme les autres, pourvu d'un protecteur ou d'un mari. Si tu profites de mes leçons, ta vie ne sera pas une succession de malheurs, comme celle des vilaines qui courent les campagnes. Allez, déshabillez-la !» Les deux servantes s'approchèrent de Pernelle, pétrifiées, lui ôtèrent le châle de la dame charitable et le bliot de futaine cousu par sa mère adoptive. Mao porta la fillette dans l'eau. Elle resta debout au milieu du baquet pendant que les servantes l'étrillaient, noyant les puces et les poux qui pouvaient lui rester. « J'en ai assez, je veux m'en aller !» cria Pernelle, les emparés au milieu du cercle attentif. « Habillez-la !» dit dame Robine. « Souviens-toi que tu ne peux t'en aller. Où irais-tu? À cette heure, on te croit morte et dévorée par les loups. Tu es seule, tu ne connais plus personne et tu as tout oublié. » Ce n'est pas vrai. Dame Robine prit son visage terrible, un visage de pierre, où seuls bougeaient ses deux yeux trop rapprochés. Ne parle plus jamais sur ce ton et baisse les yeux. Pernelle se sentit petite et faible. Dame Barbette lui avait déjà dit. Ne regarde pas les gens de cette manière. N'essaie pas de savoir ce qu'ils ont dans la tête. La chaleur du bain l'avait amollie. Elle eut envie soudain de n'être plus rien et tomba sur le dallage avec la cotte toute neuve qu'on venait de lui passer. Emportez-la, dit dame Robine. Pernelle s'éveilla au milieu de la nuit parce que la petite se pressait contre elle et gémissait. On vient, tu entends? On vient me chercher, il est là. Il m'attend avec sa grande figure brillante. Tu le vois, toi aussi? Oui, répondit Pernelle pour la calmer. Dors, repose-toi. Tu sais, la méchante femme m'a fait mal. Je ne veux plus la voir. Je vais m'en aller de cette maison. Tiens, touche, elle m'a brûlée. Et maintenant ça coule ou ça saigne. Pernelle, affolée, s'éloigna un peu de la petite. Elle n'osa pas appeler, elle se demanda ce qu'il fallait faire. Elle avait la tête en feu et se mit à prier. Des phrases, toujours les mêmes, les seules qu'elle avait apprises et qui finirent par l'endormir. Quand elle s'éveilla au matin, la petite était très calme, immobile. Son regard largement ouvert fixait avec un air émerveillé ce point de l'espace où sans doute lui était apparu le personnage au visage brillant qui était venu la chercher. On baigna Pernelle plusieurs fois dans de l'eau tiède puis chaude jusqu'à ce qu'elle fût brisée et cessa ses hurlements. Pendant ce temps, elle savait qu'elle emportait la petite, qu'elle ne la reverrait plus. Quand elle fut séchée et si fatiguée qu'elle ne pouvait remuer les bras, dame Robine arriva, précédée du cliquetis de ses clés contre la chaîne d'argent. Portez-la vers la cuve, dit-elle. Dans un alvéole de la chapelle, une cuve de pierre était ouverte au ras du sol. Elle était pleine d'un liquide que les servantes chauffaient en y jetant des pierres tenues sur les braises. Une planche était posée en travers de l'ouverture. Dame Robine s'approcha de la cuve, prit une petite boîte d'argent qui pendait à sa ceinture, l'ouvrit avec précaution et saisit à l'intérieur une pincée de poudre noire qu'elle répandit à la surface de l'eau. La vapeur devint bleutée et très opaque. Dame Robine la respira
et parut satisfaite. Faites asseoir Pernelle sur la planche, dit-elle. Les autres jeunes filles y avaient fait cercle, elles semblaient très bien savoir ce qui allait arriver. Cette poudre, qu'est-ce que c'était demanda Emerigo Marchès, intrigué. Quel pouvoir avait-elle? Je ne sais pas exactement, je connais certains des effets qu'elle a produits sur moi. Et qu'as-tu ressenti? Les compagnons du capitaine s'étaient rapprochés pour lui rappeler les périls qu'il devait affronter. Il n'attendit pas la réponse. Avec toute la troupe, Pernelle dut suivre Emerigo Marchès, capitaine et routier, brave mais sans scrupules, volant ce qui lui faisait envie, détruisant ce qui pouvait le gêner ou lui déplaire. Il faisait l'histoire, tous les jours au bout de sa lance, au fil de son épée, et ses habitudes étaient celles d'un brigand. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. J'espère que cette lecture vous aura plu, qu'elle vous aura fait un beau moment de l'histoire médiévale que nous découvrirons ensemble au fur et à mesure de ce roman et que nous avons beaucoup de plaisir à partager avec vous. Donc nous vous disons à bientôt pour la prochaine vidéo du chapitre 2 qui s'appelle Le loup et la levrette. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est important pour vous et puis également pour nous, pour savoir ce qui était amélioré bien sûr. Mes petits sorciers, à très bientôt, au grand plaisir de vous revoir bientôt. N'oublions pas notre devise, Weasley are our kings, God save the king, the Molly Queen. The Queen. The Molly Queen. Yes.